Marseille, 9 mai 2020. Hervé Castanet lit en version audio et seulement audio l'un de ses textes. Cette lecture est dédiée à Christiane Alberti, Henri Cueco. Qu'est-ce qu'une image? Henri Cueco, 1929-2017, est un peintre reconnu dont les expositions, nombreuses et riches, attestent justement de l'importance de son œuvre. Cueco écrit aussi, et ses textes sont largement diffusés. Les auditeurs de France Culture connaissaient sa voix. Notre angle d'attaque se réduit à une question. Que dit Cueco de son travail de peintre, ou mieux, de ce qui le pousse à peindre, et à peindre comme il peint précisément? C'est à cette interrogation de la cause de ce qui le fait peindre, lui, de la sorte, qu'il s'agit de répondre. Pour cela, nous lirons un texte remarquable de notre peintre, Journal d'une pomme de terre, et nous le mettrons en rapport avec les peintures de la fin des années 1980, où justement Cueco peint des pommes de terre. Les peintures n'illustrent pas le propos réflexif, de même, le texte ne théorise pas une pratique picturale pour l'élever à une esthétique générale. C'est le nouage tout particulier entre le dit et le montré qui sera ici déplié. C'est l'enjeu de la représentation du statut de ce qui fait image, et image est un mot qu'emploie systématiquement Cueco, et donc de la peinture comme praxis qui se trouve interrogée. Quelle réponse apporte Cueco? L'image. Henri Cueco, loin des pétarades de la modernité, peint des pommes de terre. Le format est surprenant, les toiles sont très petites, en moyenne 15 cm sur 20 cm. Elles sont ressemblantes. D'emblée, on peut identifier ce qu'elles représentent. Quiconque a se caler devant les tableaux pourra dire « ce sont des pommes de terre ». À ce titre, ce sont des portraits. L'objet nommé, écrit l'artiste, sa ressemblance devient une exigence. Il s'agit de peindre des portraits de pommes de terre que nul commanditaire ne viendra contester. Cette ressemblance est peut-être une nécessité fondamentale, jamais absente de toute image. Les portraits sont des images dépendantes du titre qui les désigne. On sait le risque. Souvent, dit-il, la ressemblance n'est qu'une soumission à l'image d'une apparence colportée de manière vague mais insistante par la culture de masse ou l'académisme. Voilà ce qu'est une pomme de terre. Voilà comment il faut la présenter, la représenter en la peignant. Comment Cueco évite-t-il ce risque? Il n'interroge pas une image, celle qui est à produire, en la rapportant au standard existant d'images déjà là, toutes faites. La peinture est-elle autre chose qu'une image, demande-t-il. La corporéité de la toile, son grain, la matière de la peinture lui confère une existence physique indépendante de l'image qui n'en serait que l'apparence, la photographie. L'erreur est de se contenter de l'image qui n'est que le rêve ou le projet d'une peinture à faire. Cueco interroge l'objet dans sa concrétude, son effectivité pratique, ses pommes de terre singulières, uniques, jamais vues, qu'il dispose une à une sur la table de l'atelier. Une question, à procéder ainsi, surgit. Que voit l'œil à se poser dessus, à les parcourir centimètre après centimètre? Que verra l'œil à les laisser plusieurs jours en l'état? Quelle modification, quelle transformation, quelle blessure? Pour chacune, toujours, le déchet, la pourriture, la décomposition végétale avec ses effets sont présents, inéliminables. Cueco peindra des pommes de terre pour montrer que jamais elles ne sont identiques à elles-mêmes. Pour ce faire, il sera expérimentateur, il les épluchera et se plantera
Devant, il les déterrera ou les accouplera, et devant ce spectacle, par lui et par lui seulement aménagé, il deviendra spectateur fasciné, parfois immobilisé, presque pétrifié, selon son mot. La vieille pomme de terre, dit-il, repose sur un morceau de toile bise et rêche pour ne pas enjoliver sa robe, ne pas être tentée de fuir hors d'elle. Voilà ce qui intéresse notre peintre. Que l'objet ne puisse fuir, qu'il n'aille pas ailleurs, saisir l'objet en l'isolant de son contexte avant qu'il ne devienne autre, par exemple qu'il devienne une image codée ou académique. Écoutons-le. À vivre quotidiennement avec quelques pommes de terre durant plusieurs semaines, le doute vous prend de toute existence, celle de l'objet, des autres objets alentour et de la vôtre. Au-delà, la conscience de l'existence ou l'existant, comme disent les philosophes, s'en trouve ébranlée. Regarder une pomme de terre en lui faisant un petit théâtre, la rendre irréelle ou d'une réalité autre, fictive, à la couper du monde. À nier ainsi l'alentour, le doute vient à la pomme de terre elle-même. Autrement dit, si l'on suit Cueco, il ne s'agit pas de peindre ce qui est déjà là, la pomme de terre achetée au magasin ou ramassée dans le jardin. Il s'agit de peindre cette chose, res dit le latin, qui a nom pomme de terre et qui est concrètement une simple patate bonne pour la cuisine, devenue grâce au petit théâtre qui la montre, réalité irréelle, fictive. Faire un portrait d'une pomme de terre élève une simple patate à la dignité de l'objet, soit ce qui devra être peint comme une fiction. Cueco peint des réalités irréelles, fictives, coupées de leur alentour. Comme il le dit, peindre une pomme de terre en tant qu'un manque la vrille et en faire un objet de peinture, interne au champ de la peinture. Peindre le Dieu néant. Peindre le doute de cette chose qu'il a produit comme objet en la décomplétant de ce qu'il a posé comme identique à soi. Peindre ce qui n'est plus identique à soi et qui pourtant demeure matériellement comme une simple concrétude. Peindre le manque, le doute, in fine. Peindre la mort toujours présente, toujours active. Lisons, cette vieille peau terreuse et plissée, blessée, ressemble à la mère de Rembrandt, le grand portrait d'Amsterdam, boueux, graisseux, au visage craquelé, entièrement pris dans le projet sédimentaire de la mort. Le passage. Cueco rappelle que Cézanne appelait passage la continuité qu'il observait dans la couleur des objets. Il voyait, phénomène de persistance rétinienne, le vert d'un vase dans le fond orange situé derrière. En fait, Cézanne construisait des peintures sur ce mode d'objet réactif, communiquant les uns avec les autres et changeant, puisqu'il s'agit de peintures, des signes, des formes, des couleurs. Voilà ce que notre peintre veut saisir. Il n'observe une pomme de terre que pour faire un tableau de ses passages. Écoutons-le parler de la belle Fontenay numéro 15. Il faut, dit-il, deviner des bleus insaisissables sous l'ocre apparent. La BF 15 demeure la tête reposant sur un petit fragment de lin écru. Elle est amputée de sa chair, aujourd'hui cicatrisée, couverte d'un voile bleuté, plus intense sur les limites de la coupure, un bleu de plus en plus fort, couvert d'un rose granuleux, soulignant ses étranges lèvres obscènes et soudain douloureuses. Elle est alors mourante, morte, peut-être déjà, et se refroidissant. Ce sont ces passages entre les couleurs qui rendent la chose pomme de terre, réalité fictive, irréelle. La pomme de terre devient objet, en l'occurrence résultat, toujours provisoire, de ces passages de couleurs. Cueco insiste, la couleur n'est pas la teinte. La teinte, elle, est indépendante de ce qu'elle colorie. La couleur, par contre, fait l'objet, déconnecte ce qu'elle transforme de son alentour. Ces passages l'obsèdent. Il s'épuise à en faire des tableaux, puisqu'un tableau fixera ce qui de ces passages se sera
déposée pour être montrée. En même temps, dit-il, que la pomme de terre diffuse du rouge hors d'elle-même, elle marque son identité provisoirement nécessaire par le refus de se dissoudre dans toute confusion chromatique, dans ce magma d'existence, cette purée totalisante. Comment peindre ce refus, peindre cette diffusion de rouge? Cueco voit et peut dire description fine des passages, des jeux colorés, d'ombres et de lumière. Citons-le, les pommes de terre captent la lumière du soleil et se l'incorporent, se couvrent de crème tandis que du bleu persiste dans les ombres, du gris, du bleu, du gris-bleu. La différence surgit en ce point, signant la question de la création du peintre. La couleur des pommes de terre est certaine, mais ne se laisse pas capter. Il précise, est-elle franchement ocre, grise ou encore jaune? Il y a pourtant du bleu sous cette ocre et sûrement du jaune et soudain du rouge. Le rouge est sans doute la couleur même des pommes de terre ou de la terre qui les enveloppe, mais rien ne permet de retrouver cette terre présente sur ses peaux, ses cuirs, dont la couleur est insaisissable. Le peintre voit, il peut dire, mais comment montrer? Comment, en l'occurrence, inscrire ce rouge qui est la couleur de la pomme de terre et qui est perdu? N'est-il pas la couleur de la terre, cette terre disparue, oubliée, en tout cas absente? Un impossible s'inscrit au cœur de cette tentative. Cueco le dit explicitement. Je suis là, flappy, écrémé, débandé, en attente de la transformation d'un bleu sombre avec des reflets rouge-bleu chauds. Un bleu n'est jamais chaud, un bleu est froid, mais est-il encore bleu quand s'y reflète l'ocre? Mais est-ce possible ce reflet à l'envers, ce bleu, cet ocre bleu, veiné de la peau de la pluche? Impossible, car il s'agit non pas de peindre ce qui est, mais la transformation d'une couleur en une autre, la peindre à ce moment où les deux couleurs s'irradient l'une l'autre. Il lui faudra peindre le mouvement alors qu'il ne cesse de constater la peinture, ma peinture, est impropre à la traduction du mouvement. À cette impropriété d'un moyen pour atteindre un but, Cueco avouait sa vie. Il en a fait une œuvre. Écoutons un de ses souvenirs d'enfance. Nous tenions avec mes frères un magasin de droguerie. Entre un jour un paysan qui me demande de la peinture rouge. Basque, ocre rouge, vermillon, carmin, demandai-je pour le servir. Il me répondit qu'il voulait du rouge qui tire sur le vert. Je ne savais pas alors que cette demande ouvrirait pour moi des abîmes de perplexité et que je passerais ma vie, des mois ici devant mes pommes de terre, à tenter de réaliser cette impossible fusion des complémentaires, des pommes de terre orangées qui tirent vers le bleu. Bien entendu, Cueco échoue. Il échoue devant l'impossible de cette fusion, mais ne renonce pas pour autant. Il tentera inlassablement de peindre ce qu'il appelle l'affrontement avec le réel nu, et réalisera cet affrontement avec une pauvre vieille pomme de terre esselée. Cueco parlera alors de son orgueil et de sa prétention inavouable. Là n'est pas l'essentiel. Il réside devant ce démenti du réel, expression de Jacques Lacan, face auquel notre artiste ne reste pas démuni. Il peindra jusqu'à l'épuisement cet impossible à peindre. Chaque toile montrera l'échec de cette impossible fusion. À montrer cet échec, le travail n'est pas pour autant devenu impuissance ou découragement cynique. C'est au contraire une question de survie pour celui qui le tente. Cueco le dit, il existe ainsi pour le regard des passages entre les objets les plus dissemblables, une sorte de fusion. Cette fusion ou ces échanges disent clairement que le monde vivant se consume, mais dans le temps où nous sommes, prisonniers du moment, à cette heure dans l'histoire du monde, nous ne pouvons accepter de dissoudre totalement les objets sans risquer de nous fondre nous-mêmes. Bref, c'est pour ne pas disparaître, pour ne pas se fondre lui-même, que Cueco peint ces passages, ces fusions impossibles entre couleurs.
Il montre des histoires. Mes peintures, assène-t-il, racontent des histoires de couleurs, gris, ocre et d'écriture, ravivant l'opacité des pommes de terre. La peinture ne résout pas pour autant cet impossible, elle ne le supprime pas, ni ne le liquide. Que permet-elle? La force de la peinture, explique-t-il, est que le doute qu'elle produit est informulable et que la peinture n'explique pas la peinture, elle ajoute une énigme à une autre. La nouvelle énigme n'est pas la copie à l'identique de la précédente. Elle inscrit un tour de plus, une façon nouvelle, peut-être neuve, de s'affronter au réel. Et beau en faire, ajoute-t-il, est beau refaire chaque jour ce portrait de Rosa, de la belle et des autres, de la colonie des modèles accumulés dans l'atelier. Chaque jour le portrait entier, pieds et tête, c'est chaque jour à refaire. Injustice de s'obstiner à faire jeu égal avec le réel. Stupide, nul ne s'avise de croire sérieusement qu'il est Dieu, à vouloir refaire une patate dont la peau est soi-disant ocre et l'ombre peut être bleue. Cueco n'est pas Dieu, certes, mais il tente et revient à la peinture. Il cerne un plus, davantage, cet impossible. Il peint cet impossible. Oui, il peint ce qui ne peut être montré, ce qui au sens strict est irreproductible. Il peint l'impossible à peindre. Et l'ayant peint, l'impossible n'est pas devenu possible, mais c'est désormais un impossible spécifié, cerné, précisé, parce que la peinture a su déposer comme son reste, son exclu défini. Peinture successive ajoute le peintre qui ne s'arrête jamais, s'annule, se brouille, se reprenne au noir, au trait, se solidifie, se perd à nouveau que l'ocre. Elle, oui, tandis que l'ocre vient avec ses transparences et se perd à nouveau. Le fond se bouche et l'ombre, noir ou bleu, ou ocre bleu noir à l'instant, bleu bientôt noir, trop forte, perdue, de nouveau noir trop dur, bleu, bleu, bleu. Faire de ce qui se perd parce qu'impossible à peindre une œuvre, tel est l'enjeu des portraits de pommes de terre. Ce qui fait terre. Cueco peint donc ces pommes de terre. Il les observe et les voit se transformer. Est-ce tout? Non. Les pommes de terre ont une propriété inéliminable. Elles sont silencieuses. Jamais, quoi qu'il arrive, un seul mot. Lassé, précise-t-il du face-à-face avec ces pauvres bêtes jaunes et muettes. Notre peintre, du reste, aura des mots très durs pour dire cet absolu silence qui le laisse solitaire, presque perdu. Écoutons-le. Le silence obtus de la pomme de terre finit par entamer l'indifférence du peintre. Leur mutisme inquiète, leur mystère pourtant ne s'épuise pas. On les sent vivre et souffrir, travailler si l'on peut dire, s'adapter. On les sent vulnérables aux températures et à l'humidité, sensibles aux courants d'air. Autrement dit, ces patates ne sont pas immobiles, ce ne sont pas des cailloux, et pourtant encore et toujours le silence. Il devient insupportable à notre peintre. Lui s'épuise à les observer, à les décrire en mots, et aussi en parallèle à les dessiner et à les peindre. Il s'épuise à les saisir dans leur transformation, et elles, absolument, ne répondent pas. Elles sont un mur. Cueco dit que la pomme de terre est une plénitude. À ce titre, elle se passe absolument de lui. Il a beau gesticuler, se déprimer devant elles, elles sont ailleurs et autrement. La peinture, par contre, elle, est incomplétude. Elle dit le manque, l'impossible, qui fait d'une pomme de terre simple et rustique un objet pour et dans la peinture. De cette dignité concédée par le peintre, point de retour. Ces remarques sur le silence des patates pourraient faire sourire. Il faut s'en garder. Cette expérience du silence est terrible pour Cueco. À juste titre, et écoutons-le avec soin. Les pommes de terre ne répondent jamais. Elles opposent un silence paisible à toutes les questions qu'on leur pose, qu'on se pose. N'importe quelle pomme de terre a la sagesse d'un moine zen
capable de mourir en purée sans rechigner, énigmatique, jocondesque. Les patates ne sont pas seulement silencieuses, elles présentifient, elles actualisent une énigme qui se transmet et à celui qui les observe et les traque. Cette énigme serait telle que les pommes de terre se tairaient de peur de la découvrir, de la communiquer. Le silence des pommes de terre, ajoute notre peintre, est lié à leur rotondité, à leur couleur sourde, peu sonore, un silence sans écho, comme si la matité de leur peau absorbait cette limaille de son qui constitue le silence habituel. Le silence des pommes de terre est chuchoté, il est si discret qu'il doit, pour exister, se renouveler sans cesse, plus faible que le grésillement des appareils électriques en sommeil. La présence de la pomme de terre, devenue modèle du peintre, fait silence, elle se tait. À ce titre, elle recèle une vérité cachée, une modalité de jouissance inconnue. Queco a beau s'abîmer dans ses tentatives pour les saisir, il échoue. Le silence, ce silence-là, construit, élaboré, est le nom de ce réel inconnu et inconnaissable. Il fait recel par définition. Il présentifie ce silence, ce réel que le peintre jamais ne pourra saisir et réduire. Le silence définitif de la pomme de terre est ce qui reste de ce que toute tentative de saisie, d'approche, de maîtrise essaye de s'approprier. Le silence, c'est un acte, ce qui résulte de l'échec du peintre, la forme que prend pour lui l'impossible qui écrit le réel. La boule terreuse, par là, est indifférente. Jamais Queco n'arrive à la capter, à la séduire, à la faire bouger. Réelle elle est, réelle elle restera. Il y a un combat entre ce silence insistant et le travail du peintre. Queco ne prétend pas faire parler les pommes de terre, mettre des mots là où rien ne se dit. Ce silence, par contre, il le traque, le cerne, s'affronte à lui-même, se cogne et en sort épuisé. Certains jours, avoue-t-il, le face-à-face tourne court. Ce mutisme m'irrite, moi, si bavard. Les muets se parent d'une sagesse usurpée, ils n'ont rien à dire. Un point c'est tout, sinon ils le diraient. De plus, ils vous rendent infirme, vous privent soit de votre parole, soit de votre silence, qui est avant tout le leur. Les muets font le silence, les pommes de terre font le vide et le silence. Que dire, que leur dire? Voilà le point vif, le risque, que le mutisme envahisse notre Créateur, qu'il soit paralysé, devenu lui aussi mutique, seul et fermé, impuissant à créer. Dire, peindre, écrire, c'est lutter contre ce silence en affirmant. Peindre n'est pas dire ou écrire, la peinture est affrontée à ce silence, à cette immobilité, par définition, pourrait-on dire. Citons-le, pour peindre, il faut être stupide et intelligent d'une manière plus intelligente que la parole. Il faut l'intelligence du silence et la puissance vitale permanente, celle qui fait qu'un champignon frêle soulève l'asphalte. Pour peindre, il n'est pas nécessaire d'avoir l'intelligence des mots, il faut le courage, le caractère, un peu de bêtise, beaucoup de naïveté et de ruse, de bons pinceaux, de la toile, de l'imagination, de l'obstination, du désir vital. Pointons cette dernière expression, désir vital. Le face-à-face dont parle Queco et qui l'oppose au mutisme fermé de ces pommes de terre est combat, affrontement avec la mort. Il le dit lui-même. Peindre, c'est être vivant, mais d'une vie toute singulière qui interroge ce qui ne l'est pas, ce qui ne l'est plus. À peindre chaque jour, livre-t-il, la même pomme de terre fait apparaître les variations des jours puisque le sujet, lui, est sans changement. Ces différences formelles échantillonnent les modes de représentation. Elles marquent l'état des obsessions du peintre, de ses invariants. Peindre est le moyen qu'a l'artiste d'inscrire sa vie, ce qui la constitue comme unique et séparée. Il lui appartiendra de peindre ce qui est sans mots et se réduit à une forme changeante et en décomposition. Oui, effectivement, Queco peint des patates qui vont mourir, se transformer, laissant réel ce qui advient.
Cueco peint le passage de vie à trépas, peint ce moment qui n'est pas une expérience humaine, soit la mort, et pourtant s'inscrit là pour les vivants, comme énigme, toujours sans réponse. Peindre alors l'ordinaire, le concret du mort, dit-il, qui s'en fout d'être devenu inerte, minéral, qui s'abandonne à la décomposition. Cueco, au travers des portraits de pommes de terre, peint sa question, cet impossible qui assure ce passage du vif au mort, qui marque ce point où l'expérience s'annule et qui, dans aucune langue, n'a de nom. Cueco ne peint pas des détritus, des restes de patates, il peint des pommes de terre avant ce procès de décomposition, transformation, juste un peu avant qu'il ne s'accomplisse. Seules, désormais les traces bleutées ou noirâtres sont les signes qui en marquent la survenue, inscrire la mort prochaine dans la vie, végétale, encore forte et vivace, faire surgir le manque à ce moment charnière qui précède la rupture. Le face-à-face avec le silence plein des patates est métaphore de cet affrontement avec le réel de la mort, toujours présent, toujours inscrit et muet, fermé. Silence de la mort qui prend pour le sujet Henri Cueco, son journal le dit sans phare, une actualité intense. Le peintre est malade. La mort, la sienne, à sa façon, rôde. Changer de côté. Cueco est devant ces pommes de terre immobiles et désespérément mutiques. Un renversement finit par opérer. Cette pomme de terre, le peintre la devient. Oui, il s'identifie à la patate qu'il peint. Depuis combien de temps suis-je devenu une pomme de terre, note-t-il, cette boule terreuse indifférente à l'indifférence. Peut-on se réveiller sur une table d'atelier sous le regard interrogateur d'un artiste? Qui peint qui? Naturellement, je sais clairement que je ne suis pas une pomme de terre, mais en quoi cela est-il important? Tel est l'effet subjectif que ces patates produisent sur leur observateur, jeu de miroir, où le créateur devient cette énigme, ce silence, cette immobilité tant questionnée. Le ressort de ce renversement, de cette bascule dans la pomme de terre, est une question. Qu'en est-il de ce qui est vu, de ce qui est effectivement peint? Quel effet entraîne la position d'être le modèle de la toile en cours? Devenir patate, finir modèle dans un atelier immobile, changer de côté. Cette phrase de Cueco est d'une force rare. En effet, Cueco donne une référence pour ces jeux de miroir. Il s'agit du souvenir d'un bain pris en Chine. Elle a son importance. Citons-le. Bain de minuit. L'eau épaisse fait corps, peau tiède, caresse de la caresse de l'eau mollement animée. Le mouvement est celui d'un liquide troublé en surface par un imperceptible souffle, liquide qui ne laisse aucun interstice, enveloppe. Les bras, les cuisses, la peau contre elle-même, le corps dans le creux, le négatif du corps est un autre corps à l'intérieur de lui-même. Narcisse non seulement voyait l'eau, mais s'imaginait un eau, sculpture d'eau en négatif, moulage parfait du corps, double et seul à la fois, corps contre creux, le hors soi-même, le corps est alors partout, il est l'univers hors ses propres limites. Retenons de cette lecture, phrase citée volontairement un peu longue, retenons Narcisse qui devient eau, retenons aussi ce corps qui est sans limite en se confondant avec l'immensité de la mer, sculpture en négatif. Voilà l'effet subjectif attendu de ce changement de côté. Devenir la pomme de terre, c'est devenir le négatif, le creux, le moule parfait, sans interstice, sans coupure de la peinture en train d'être réalisée. Cueco peint, il peint sa question.
Il fait de sa division de sujet une peinture qui représente un morceau d'immobilité et de silence, la modeste patate. À devenir patate, il atteindrait le hors-la-vie, le revers de sa division. Il serait à son tour, lui, plénitude, moulage parfait du corps. Le peintre, non sans désespoir, insiste. Changez de côté. Moi patate, elle peintre. Une pomme de terre équipée d'une grande palette, immobile, silencieuse, anxieuse de me voir indifférent, elle patate peintresse, brassant les grandes idées de ce monde et pétrissant des pattes au crassé. Moi, toujours inerte, elle, agitée de plus en plus. À ce titre, ces peintures de pommes de terre deviennent des autoportraits. Silence contre silence, ponctue-t-il. Ces descriptions sont plutôt pathétiques, sans surenchère descriptive, sans naïveté anthropomorphe. Elle dit cette tentative de rejeter cette division qui le fait sujet. L'essentiel est ailleurs. Elles disent la tentative du peintre d'être sa peinture, de devenir cet objet qu'il crée dans la peinture. Tentative de prendre du temps en immobilisant tout ce qui est autour, de s'immobiliser lui-même afin de se confondre avec ses passages, rappelons son mot, de couleur, devenir cette fusion impossible des contraires, devenir pur silence, hors temps et indestructible. Queco livre d'un mot cette attente. Capturer le temps. Il ajoute, presque triomphant, j'ai réussi à tout immobiliser. Alors, le peintre se verrait lui-même silencieux et indifférent. Il serait hors de lui, abîmé dans un présent éternel où la mort serait absente, enfin. Plus justement, la mort lui serait devenue indifférente. Il finirait en morceaux, à l'image de ces morceaux de pommes de terre séchées qui, avec un peu d'eau chaude ou de lait, se transforment en purée. Rien ne pourrait plus l'atteindre. Transparent, invisible, selon ses propres mots. Si ces pommes de terre fascinent autant le peintre, jusqu'à vouloir en être une, conjurant la mort, c'est parce que lui a déjà dans la bouche le goût de la disparition. Oui, le goût de cette mort. Cette transformation, cette décomposition, ces germinations qu'il observe si attentivement, ce sont les siennes, ce corps, le sien, frappé du sceau de la perte. Ce corps malade et grossi qui, dans la rue, le métro, la vie, le fait prendre pour une vieille femme. Pardon, madame, lui dit-on ici ou là. Ce goût de mort l'envahit, bouffe ses instants, le renvoyant toujours à un après, un ailleurs, un autrement. Le temps, note-t-il, passe si vite qu'il se gâche lui-même, s'éclabousse, rien ne se fixe, tout est semoule en pente, consommation, sable au vent, écriture en dérive, déjà écrit, déjà passé. Attends-moi, arrête, agrippe, fige-toi, deviens eau plate du lac géométrique, horizontale ou légèrement courbe, arrête-toi, chaos du présent, calme, mes oreilles teintes. Et la peinture, les tableaux réalisés, des patates. Ils s'inscrivent comme refus de la perte. Ne rien perdre de ce qui touche au corps. Queco le dit explicitement. Ne rien jeter. Conserver les moindres enrognures, les entaillures, les poussières, les petits crayons, les menus bouts de papier, les tickets surtout, les étiquettes, les bordures blanches des timbres-poste, les tubes secs de peinture. Ne rien jeter de ce qui a touché au corps, ni les vieux oripeaux, ni les lambeaux, ni les guenilles, ni les mouchoirs de Cholet, ni même les Kleenex déjà mouchés devenus si dociles, en boule au fond des poches, roses parfois comme les fleurs de l'azalée. Tout garder, ne rien mettre à la poubelle. La pourriture aussi est vivante. Où commence le vivant? La mort est-elle un commencement? Voilà ce que notre peintre tente d'obtenir avec sa peinture. Ne rien perdre, inscrire ce qui ne doit pas se perdre, une peinture où se lit, ne rien jeter de ce qui touche au corps. Garder tout ce que le corps produit et transforme.
Il le dit, la petite dimension des peintures les ramène vraiment à la dimension excrémentielle. Dans cette retenue, dans ce qui se garde en silence, et finit avec la mort tant redoutée si présente. En un mot, devenir sa propre patate, soit sa propre merde, faire un autoportrait de l'artiste en morceau de merde, un morceau gardé, élevé à la dignité d'un objet pictural, exposé et à vendre. Devenir cette merde et hurler au monde son indifférence, enfin, devenir une merde éternisée. Le silence, ajoute-t-il, sied à la nudité frileuse de la pauvre épelée, pelée, écorcée, écorchée, tout humide et féculente, mourante et sans doute rassurée que son destin ainsi de la pluche à l'épluche, du dénuement à la friture, où l'ébouillantement se réalise. Peindre et réaliser son destin de merde. Le trou dans le visible. Cueco fait des tableaux. C'est-à-dire que la question du regard est centrale pour rendre compte de son exposition des pommes de terre. Dans son séminaire « Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse » en 1964, Jacques Lacan précise « Il me faut insister sur ceci, dans le champ scopique, le regard est au dehors. Je suis regardé, c'est-à-dire je suis tableau. C'est par le regard que j'entre dans la lumière et c'est du regard que j'en reçois l'effet. D'où il ressort que le regard est l'instrument par où la lumière s'incarne et par où je suis photographié. N'est-ce pas là le ressort de ce renversement souhaité par Cueco? Devenir tableau, devenir lumière, s'inscrire dans le visible grâce à l'autre, ici la pomme de terre transformée en professionnel du donner à voir, la pomme de terre devenue peintresse. Et ce tableau, qui sous le regard de Rosa ou de la Belle de Fontenay, le peintre serait enfin advenu, que présenterait-il? Que représenterait-il? Supposons que la pomme de terre peigne des images, soit que puisse se reconnaître ce qui est présenté. Supposons donc que notre patate peigne comme Cueco peint. Ce tableau représenterait un paysage, le corps même du peintre qui écrit, le corps de près et paysage, immense piton, mamelon, vallée, grotte, grain, arborescence, par plaques non ajustées, par plan, emplissant tout le cadre, anéantissement, destruction du corps, le livrant à la perversité détaillée. Le corps amoureux ne peut être que pervers. La perversité amoureuse est la duplication du corps morcelé, du corps multiple, multiplié. L'amour ne peut être que l'inaccomplissement d'une unité toujours à venir, différée. Le désir se nourrit de ses ébauches. Autrement dit, la pomme de terre peindrait le puzzle du corps que le plaisir d'amour reconstitue un faible instant. Ces effets du regard sur celui qui s'y affronte du dehors sont exactement ceux que Cueco essaye de saisir chez ses patates. Elles sont regardées, et lui, le peintre, seulement les voit, les dévisage, les observe à n'en plus finir. Mais à être tableau, c'est lui, Cueco, qui serait regardé, ce regard qui, lorsqu'il peint, lui échappe. Ce regard est désir et sous sa présence, son corps se déplie, se transforme, se multiplie, puis, un instant seulement, se reconstitue. L'unité, l'instant d'après, est défaite. Or cet instant qui ferait l'unité, donnerait consistance d'être, c'est précisément cet impossible de la fusion des couleurs complémentaires qui, pour et dans la peinture, le présentifie au plus juste. Mais on l'a dit, cette fusion rêvée, espérée par Cueco, ce passage, sont impossibles. Contrairement aux définitions traditionnelles des dictionnaires, le regard n'est pas une vision appliquée et attentive. Lacan affirme la skise de l'œil et du regard, l'irréductibilité de l'un à l'autre. Au sens strict,
Le regard ne se voit pas, il est insaisissable dans les raies du visible. Au contraire, il y fait trou dans le visible. Dans notre rapport aux choses, dit le psychanalyste, tel qu'il est constitué par la voie de la vision et ordonné dans les figures de la représentation, quelque chose glisse, passe, se transmet d'étage en étage pour y être toujours à quelques degrés éludé. C'est ça qui s'appelle le regard. Autrement dit, le regard est une supposition, une attribution à l'autre, l'autre de l'altérité. Il est ce qui reste irrepérable visuellement d'un désir adressé à l'autre. Ce qui insupporte Cueco, ce n'est pas que ces pommes de terre ne le voient pas alors que lui les voit, c'est qu'elle le regarde, le constituant comme tableau, c'est-à-dire comme ce qui fait tâche, et cette tâche, c'est le corps, le sien, les morceaux du corps, ce corps du peintre qui l'incarne. Sans doute, au fond de mon œil se peint le tableau. Le tableau, certes, est dans mon œil, mais moi, je suis dans le tableau, ajoute Lacan. Cet invisible qui regarde le peintre, Cueco le décrit admirablement, en parlant du voyeurisme à partir de quelques souvenirs d'enfance. Ouvrons nos oreilles. Ma mère coupait les robes de ses clientes en les faisant grimper sur la table de la cuisine pour faire l'arrondi du bas. Nous jouions dans les parages en essayant de profiter de la position élevée des femmes pour leur regarder sous les jupes. On regarde toujours, on ne voit jamais rien. Leçon d'art moderne que ce désir amorcé par un rien à voir, réamorçant par un peut-être vu quelque chose, le désir de voir à nouveau. La situation de voyeur est incertaine, elle dérobe au regard ce qu'elle dévoile. C'est ce rien à voir que Cueco vient de décrire, ce qui se dérobe à la vue, ce qui est situation incertaine, qui présentifie l'instance du regard au dehors, ce moment où le sujet s'y affronte, happé par ce qui le fige et le pousse, intense activité scopique à venir se planter devant ce rien, à s'abîmer les yeux des heures, des jours, une vie, pour enfin le saisir, se l'accaparer. C'est ce rien qui conditionne une vocation de peintre. Ce rien demeure tel. Il est dans ses passages, ses miroitements, ses jeux d'ombre et de lumière. Le regard n'est pas un trou fixe, délimité géographiquement, que l'on pourrait circonscrire et laisser tel quel. On sait les mots de Lacan. Il glisse, passe, se transmet. Pour tout dire, le point de regard participe toujours de l'ambiguïté du joyau. Au moment où il peut être saisi, sous la vue perçante de celui qui le traque, il éblouit, les paupières se ferment, le voilà disparu. Écoutons Cueco, elle, sur la table en face, inerte, posée à plat, avachie, face à elle, avec l'attirail du peintre à l'affût, pinceau à la main, couleurs en palette, guettant toujours l'ombre bleue, pas vraiment bleue, et l'ocre, sûrement pas si ocre que ça, bleu sous la peau, bleu du sang, des patates. Le point du regard s'incarne, et aussitôt se dérobe dans cette ombre bleue pas vraiment bleue, dans cet ocre pas si ocre que ça. Le regard serait sous la peau, on le sent, il attire, mais ne peut se voir. Le peintre l'exprime. Passer son temps devant une pomme de terre, attendre. Geste obscène, indécent. Se dénuder, se sentir dissous, regarder fixement jusqu'à ce que la vision devienne incolore. Un bruit, une trace, une couleur font surgir le regard comme reste, comme ce qui ne peut virer à la comptabilité de l'œil topographique, toujours à la verticale du plan, qui fait géométrie fixe. C'est depuis ce point, mieux depuis ces points, que Cueco est regardé. Mais ces points des quantités d'objets concrets, matériels, de souvenirs, viendront un instant les recouvrir, en occuper la place à jamais vide. Le regard est manque, et ce n'est pas un hasard si tous les souvenirs, tous les désirs de Cueco viennent se loger en cette place vide
d'où il est regardé. Ce sera mille choses, y compris le sexe d'une femme, dont notre peintre fait l'insaisissable par excellence. Voici ces mots. Le sexe des femmes est aussi, au mépris de toute vraisemblance et rigueur poétique, une simple pomme de terre fendue. Peut-être est-ce la pomme de terre qui est un sexe de femme, une pomme de terre fendue qui offre sa chair à vif, blessée, originellement blessée, humide de sa douleur, de son plaisir affleuré. Même difficulté à parler du sexe des femmes qu'à parler de la mort, de la survie, de Dieu. Réussite incomparable de son mystère, de sa forme informulable. Cueco, qui vient d'écrire ces belles phrases, peint donc ce manque, ce trou réel, cet informulable qui le regarde. Il en fait des tableaux, c'est-à-dire qu'il transmet en donnant à voir ce qui ne peut se dire ni ne se voir. Et l'autre, l'amateur, le spectateur, à qui c'est montré en silence, se retrouve saisi par ce manque invisible et dont tout l'art du peintre est de le rendre présent, actuel, incontournable. Entre le peintre et son spectateur, via le tableau, s'installe toujours un rapport de l'heure. Vois, dit le peintre, ce qui me regarde, et l'amateur s'épuise à ne pouvoir que voir. Un tableau n'est rien d'autre qu'un piège à regard. Dans quelque tableau que ce soit, c'est précisément à chercher le regard en chacun de ces points que vous le verrez disparaître, pour citer Jacques Lacan encore. C'est ce regard, resté vidé, condensateur de jouissances perdues, définitivement disparues, qui cause Cueco comme peintre. C'est à se laisser causer par ce regard comme trou dans la géométrie du visible et qui fait rencontre, tuqué, comme dit le grec, que Cueco est devenu peintre. Son journal, consignant les signifiants privilégiés de son histoire, qui ne cesse de borner ce trou du regard. L'œuvre fait réponse à cette rencontre. Elle quête un regard qui ne viendra jamais. Il en témoigne dans ses portraits ressemblant peut-être, faut-il voir, la récurrence des exemples paternels, une façon de retrouver le regard bienveillant du père et sa sanction par laquelle il n'est que doute et solitude. Qu'en aurait-il pensé? Peindre bien la pomme de terre, bien tournée, tournante, ronde, ombrée, lumineuse, c'est faire plaisir à ce père ressuscité, se placer dans la sérénité. À nous maintenant, spectateurs, d'aller y voir avec modestie et retenue. Laissons une dernière fois la parole à notre peintre. Patate, mon ami, patate, ma dormante princesse, patate, je te réveillerai de ta léthargie cristalline, de ta pétrification pour t'épouser, te dévorer. Je te malaxerai, t'éplucherai, te pétrirai à la fourchette, à la caresse, au fouet, à la douleur, et te ferai pâte ductile et simple, étalée en plaine fertile, champ de fécule, volcan débonnaire, Etna bonasse, je t'avalerai, princesse endormie, je lécherai pure et soyeuse ton corps de soleil beurré. Oui, à toi maintenant, spectateur, d'aller devant ces peintures si petites, si nombreuses, si remarquables. À toi d'aller voir ce rien qui fit de Cueco l'époux de ce réel sans nom qui le regarde, lui Cueco dont le corps part en morceaux, mort toujours actuel et souvenirs anciens désormais si proches, si imbriqués, si noués.